Maroc a mis la main sur le Sahara occidental. C'est l'histoire d'une terre grande comme la moitié de la France, qui n'appartient officiellement à personne. Un désert stratégique, riche en ressources, où se déroule l'un des conflits les plus anciens du monde. Au cœur de ce territoire, un peuple qui lutte pour son indépendance et deux frères ennemis qui se déchirent. Enlisée depuis 50 ans, cette histoire se trouve aujourd'hui à un moment de bascule, car le Maroc a réussi à prendre un avantage décisif. Le président américain précisait qu'il reconnaissait la souveraineté du Maroc sur le territoire disputé du Sahara occidental. Le Maroc est certainement en train d'obtenir... Tiens, de toute façon, quand Donald Trump il déclare un truc, c'est forcément de la merde. Hein, donc... Ouais. Puis même, genre, gros, occupe-toi de ton cul, frère. T'as fait ta politique américaine de merde dans ton pays de con, gros. Qu'est-ce que tu viens casser les couilles aux gens ailleurs, frère? Les États-Unis, quoi, vraiment. Prix Nobel de la CIA. Ce qu'il voulait. Un tour de force réalisé en piétinant le droit international. L'illégalité ne fait absolument aucun doute. Alors comment Rabat a réussi à s'accaparer le Sahara occidental et à ranger les grandes puissances dans son camp? Ces images ont été filmées en 1956. Le Maroc devient indépendant. Sa population exulte. Mais le roi Mohamed V n'est pas totalement satisfait. Selon lui, l'indépendance ne sera totale que lorsque le pays aura récupéré toutes ses provinces. C'est-à-dire celles où les grandes dynasties du Maroc ont étendu depuis 1000 ans leur influence. Ah ouais, d'accord. Bon, ça part mal déjà. Ouais, c'est clair. Ça part mal. Il n'y a aucune projection qui a l'air raisonnable, genre vraiment. Toute ressemblance avec des faits réels ou Mais en plus, historiques. ça rappelle le truc du grand Israël. Là, Ouais, leurs projections, elles sont vraiment larges. Hein. Tu sais, la projection, c'est vous voulez quoi comme territoire? On veut le même territoire qu'il y a 3000 ans. Je pense que ça donne la même chose si tu demandes à Poutine, pour lui, c'est quoi la grande Russie? Il te met toute l'Europe avec. Je pense qu'il s'arrête à Strasbourg, tu vois. Même pas, il prend tout. Ouais, déjà là, ça va mal. Hein. Ouais, effrayant ce genre de mentalité. Le roi. Parce que là, il y a des trucs. Hein. Là, il y a la Mauritanie. Là, il y a un paquet de trucs même. Hein, là, il y a un paquet de trucs. Là même, ça fait 5 fois le Maroc. Ouais, parce que là, il y a un gros bout de l'Algérie, là, quand même, non? Il y a même un bout de l'Espagne dans la projection d'avant, donc on était vraiment... Aïe. Le royaume rêve de reprendre la main sur ces régions historiques pour constituer ce qu'il appelle le Grand Maroc. Mais ce qui intéresse surtout le Maroc et son roi Mohamed V, c'est cet endroit, la partie occidentale du Sahara. Et pas seulement pour des raisons historiques. Le souverain a en tête que les eaux sahraouies sont très poissonneuses. Et puis que le Sahara occidental est riche en phosphate, un minerai stratégique puisque c'est un ingrédient essentiel des engrais, donc vital pour l'agriculture mondiale. Sauf que Mohamed V ne peut pas mettre la main sur tout ça. Parce qu'en 1956, au moment où le Maroc prend son indépendance vis-à-vis de la France, le Sahara occidental appartient à un autre pays, l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? Pourquoi l'Espagne? Pourquoi l'Espagne? C'est vrai, ça. Pourquoi l'Espagne? C'est bizarre quand même. À ton avis? On dirait que c'est pas l'Espagne, mais c'est loin de l'Espagne un peu. C'est un peu loin de l'Espagne quand même. Je me demande. Est-ce que ça aurait un rapport avec une quelconque colonie? Une quoi? Une coccinelle peut-être. Aïe. Ah, les intérêts économiques, hein, vraiment, c'est le Monopoly géant là. C'est ça qui a été décidé autour de cette table 80 ans plus tôt, à la célèbre conférence de Berlin, lors de laquelle les pays européens s'étaient partagé l'Afrique. Aïe. La conférence de Berlin. Nous, allons-y entre colons, on va se partager ce grand territoire là. Toi, tu veux quoi? Qui veut quoi? C'est le grand salon de qui veut quoi en Afrique. Wesh. La décomplexion, hein, vraiment, aucun problème, tout va très bien. Ah, c'est terrifiant. Et ça reste comme ça pendant très longtemps. Dans les années 70, le Sahara occidental finit même par être un des derniers territoires colonisés d'Afrique. Mais les populations sahraouies veulent que cela change.
Un mouvement indépendantiste armé, le Polisario, est créé. À ce moment-là, l'Espagne se montre ouverte à donner plus d'autonomie au territoire. Mais quand ils apprennent ça, deux pays... Oui, ils se montrent plus ouverts, c'est ça. Genre le Polisario secret, à mon avis, tu vois, ça sent le mouvement de révolte avec des armes qui fait un peu flipper. Et là, ils sont en mode, ok, d'accord, on va un peu négocier là, parce que voilà, on a peur là. Ouais. C'est pas genre, là, ils décident d'être gentils. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ils vont se manifester de manière très différente. L'Algérie et le Maroc. À cette époque, les deux pays sont déjà en froid depuis plusieurs années, à cause de désaccords concernant certains territoires. La question du Sahara occidental ravive les braises. Pour les Sahraouis, ceux qui sont massacrés, tués et qui ont versé leur sang. L'Algérie apporte son soutien au Front Polisario. La version officielle veut que l'Algérie ait appuyé le Front Polisario au nom du droit des peuples à s'autodéterminer, mais en réalité, elle y a vu une manière d'affaiblir le voisin marocain, aussi d'avoir un accès à l'Afrique, un accès peut-être à l'Atlantique. Mais le Maroc, dont le roi est désormais Hassan II, décide d'avancer ses propres pions. Le Sahara, la réunification de la nation, c'est l'aspiration constante de mon peuple. Je ne peux donc pas aller à contre-courant. Hassan II ne veut pas prendre le risque de s'emparer de force du Sahara occidental. Au départ, il essaie donc d'agir selon les règles. Alors nous demandons l'arbitrage de la Cour internationale de justice de l'Haye. Elle va dire le droit. La Cour internationale de justice est saisie et un an plus tard, elle rend son avis. Historiquement, il existait bien des liens d'allégeance entre le sultan du Maroc et une partie des tribus sahraouis. Mais la Cour ajoute cette phrase. En revanche, les éléments en sa possession n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale. Ah, ça se fait mal, ça. Ça se fait mal. Il a dit, allez, jugez la Cour internationale, vous allez m'accorder le truc. Bah, en fait, non. Ah ouais, c'est un peu... ouais. Le toupet. Toupet. C'est fake it until you make it, vraiment. Voilà, until you make it pas, du coup. Ouais. Traduction, ce territoire n'est pas marocain. L'histoire ne fait pas la loi. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné du temps, il y avait un rapport d'allégeance que aujourd'hui, cette allégeance ancienne est valeur juridique. Pourtant, le Maroc va faire... Allez, sinon, dans ce cas-là, on donnerait je sais pas combien de territoires à l'État israélien, et vas-y, on leur donne leur carte de il y a 3000 ans, et ça va bien. Le Liban, ça dégage, l'Iran, ça dégage, tu vois. Genre... Et bah oui, c'est pas comme ça que ça marche. De toute façon, revendiquer des territoires comme ça où il y a des gens qui vivent, c'est trop bizarre, hein, tu vois. C'est vraiment genre en mode, tu sais, c'est comme Poutine avec l'Ukraine, c'est genre ouais, l'Ukraine avant c'était à nous, donc maintenant c'est aussi à nous, on veut que ça redevienne à nous. Oui, mais en fait depuis le temps où vous êtes plus là, il y a une civilisation qui s'est construite, il y a un pays qui s'est créé, il y a des gens qui vivent, tu vois, c'est pas comme ça, quoi. Tu peux pas prendre toute une population et leur dire allez, maintenant vous faites partie de tel pays, tel truc, tel machin, genre c'est pas possible, quoi. Ta propre lecture de cet avis. La Cour a rendu un avis qui était mi-figue, mi-raisin. Hassan II a tout de suite interprété cet avis en faveur du Maroc en disant que ces liens d'allégeance correspondaient à la souveraineté. Désormais, il est impératif, inévitable et obligatoire que nous accomplissions notre devoir sacré, rejoindre notre peuple dans le Sahara. Ok, donc pour la Cour, ce territoire n'est pas marocain. Pourtant, Hassan II tord la vie en sa faveur et va prétendre qu'il lui donne raison. S'appuyant là-dessus, le 6 novembre 1975, il lance un coup de force. Il appelle 350 000 Marocains de tout le pays à marcher vers le Sahara pour, dit-il, en récupérer les territoires spoliés. Tous les trains et 8 000 camions sont réquisitionnés. 10 000 tentes sont installées dans plusieurs camps proches de la frontière. Les autorités remettent aux volontaires un Coran et un drapeau marocain. C'est tout. Ouais. Terrifiant, hein, terrifiant. Le gars, il s'est dit vas-y, c'est bon, J'ai envie de buter toute ma population. Vas-y, j'ai envie de foutre la merde, là. Mais surtout qu'en plus, il y a l'Algérie à côté, il y a même... Tu vois, genre... Gros, mais attends. Ils vont pas aller faire la guerre avec des drapeaux, juste. Il y a un Coran.
Parce que là, c'est... Wow. Mais c'est un truc... T'imagines la violence de... Mais non, mais c'est un truc, tu vois, c'est un truc de salope dans le sens où, tu vois, ça met justement une population ici, ça déplace des gens, et même si c'est des civils non armés, il y a un truc en mode, ils sont là, bah vous allez faire quoi? Vous allez leur tirer dessus. Tu vois, c'est vraiment genre, tu sais, le coup de force en mode vraiment le piège. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu positionnes les gens là, s'il y a une attaque, un truc, c'est pas de ta faute à toi, tu vois. Genre, toi, t'as positionné des gens, t'as fait un move d'énorme fils de pute, t'as affrété des camions, t'as affrété des trucs pour que ces gens occupent cette zone qui ne t'appartient pas. Mais du coup, s'il se passe quelque chose, c'est les gens en face qui vont manger les conséquences, tu vois. Alors que tu vois, le gars est entièrement malhonnête depuis le départ. Ça aussi. Ils prennent la direction de la frontière et la franchissent. La marche verte a été préparée par l'exécutif marocain, par le roi, et il va dire que c'est la volonté de son peuple. Mais en réalité, il s'agit... Ce qui n'est pas dit, c'est qu'après la marche verte, le Maroc a bombardé au napalm les Sahraouis entre 1000 autres exactions. Wow. Ah ouais, d'accord. C'est pas juste envoyer des civils, quoi. On envoie des soldats, on veut récupérer le truc, donc on envoie des forces armées sur le terrain. Ah ouais, d'accord. Ça pue la merde. Hein. Ça pue la merde. En tout cas, ils le veulent, ce territoire. Hein. Ils ont l'air même de le vouloir plus que l'Algérie. Hein, parce que l'Algérie, pour l'instant, bon, ils ont déployé quels moyens, là? Rien du tout. Donc, gros, c'est ouf. Sale. Hein. Il s'agissait de coloniser, au sens juridique du terme, de coloniser le Sahara, de s'y installer. À partir de la marche verte, le Maroc fait de la cause du Sahara occidental une cause sacrée. Cause sacrée et cause populaire. La en plus, ils ont bon dos de faire ça en cause sacrée, vu que Hassan II, c'est déjà plus ou moins un descendant du prophète. Là-bas, tous les rois, c'est plus ou moins des descendants du prophète. C'est un peu une monarchie de droit divin, tu vois, genre... c'est vraiment brain les gens, tu vois, genre... c'est vraiment un truc, genre... T'en fais une guerre religieuse, quoi, de ce truc. C'est super sale, en vrai. La totalité des Marocains, de tous bords, soutiendront la marocanité du Sahara. Mais ce n'est pas juste un coup médiatique. En parallèle et en secret, Hassan II a entamé des négociations avec l'Espagne. Alors que les marcheurs campent dans le Sahara occidental, il convainc le pouvoir espagnol de signer un accord. Selon cet accord, l'Espagne garde la souveraineté du Sahara occidental, mais transfère son administration au Maroc et à la Mauritanie. C'est comme si l'Espagne, propriétaire d'une maison, en laissait la gestion à deux voisins. C'est ouf, c'est genre on veut quand même les bénéfices de ça, mais bon, allez, occupez-vous-en. C'est vraiment toujours la logique coloniale de merde, hein, tu vois. Puis genre, en plus, c'est vraiment la politique du fait accompli. C'est une fois qu'il y a eu des troupes déplacées, des gens déplacés, bah ok, on fait un truc un peu bâtard entre les deux, mais ça, tu vois, tu le sais déjà que ça va créer de la merde et des tensions partout, tu vois, genre, c'est pas bon. Je dois bouger, j'ai pas été très présent ni attentif, mais je regarderai que mieux la rediff. T'inquiète, pas de soucis. Hein. Force à toi pour les trucs que t'as à faire, hein. Pas de galère, tu connais, ça bouge pas. Un transfert que l'ONU ne reconnaîtra jamais comme légal. L'accord de Madrid, il ne vaut rien. La signature de ces accords va bouleverser la région. Le Polisario entre en guerre contre les deux puissances occupantes, et ce, grâce à l'aide de l'Algérie, qui arme et forme ses soldats. Le Maroc envoie des troupes. Fuyant les combats, 100 000 Sahraouis, la moitié de la population, s'exilent. Les combattants du Polisario mènent des embuscades à bord de pick-up, puis disparaissent dans le désert. L'armée marocaine... Ouais, parce que c'est ça qu'ils n'ont pas précisé, même au début du reportage. Genre, combien de personnes habitaient dans le Sahara, en fait? Parce que là, ils disent 100 000 Sahraouis, ça veut dire qu'il y avait minimum 100 000 personnes qui habitaient là et qui du coup se retrouvent entre le feu des tirs, le Polisario et puis la marche sacrée du roi. Genre, gros, c'est quoi cet enfer? C'est quoi cet enfer là? Moins adaptée au terrain saharien et déstabilisée. Elle subit de lourdes pertes. Les derniers affrontements donnent l'impression que la situation devient extrêmement grave. Nous avons perdu 82 hommes, pas plus. Hassan II pensait que ce serait un conflit très court. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu l'introduction de l'Algérie qui est venue appuyer le front Polisario. Alors, en 1980, Rabat prend une décision qui change radicalement le cours du conflit. La construction d'un gigantesque mur de sable. 2700 km, en plein désert.
En réalité, c'est une série de murs composés de fossés anti-chars, de barrières de sable et de champs de mines. Aïe, 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 aïe. C'est la guerre sale, là. Hein. Ouais. Ah ouais, d'accord, mais gros, les lignes de ouf. Wesh. Ça se fait bader, hein. Vraiment, ça se fait bader. Genre Vietnam Corps, hein. Vraiment. Ah, ça va être sale, quoi. L'objectif, bloquer les attaques des combattants sahraouis et sécuriser les principales villes peuplées du nord et du centre du Sahara occidental. Contre cette ligne fortifiée, les raids du Polisario cantonnés à l'est sont beaucoup moins efficaces. Le conflit se transforme en guerre de position. Le front stabilisé, le Maroc organise des campagnes de peuplement, offrant des primes à l'installation. Le temps... Toute ressemblance avec des faits réels serait purement fortuite. C'est des faits réels, hein, pour le coup. Non, mais genre, c'est vraiment le truc. Oui, c'est le pattern qu'on revoit à chaque... comment on appelle ça? Parce qu'il y a un nom précis, c'est de l'impérialisme. Oui, mais c'est surtout la prise de contrôle de territoire, tu vois. C'est une fois que tu as volé un territoire qui t'appartenait pas, faut vite que tu le peuples, tu vois, que tu fasses des primes, que tu offres des choses aux gens qui vont s'installer là-bas, tu vois, genre... Vraiment un truc genre faites de spi, parce qu'on peut se faire reprendre le truc, quoi. Si l'Algérie ne veut pas du territoire, ils soutiennent le Front Polisario pour un Sahara indépendant. Après, je dis pas qu'ils n'ont pas d'intérêt à l'indépendance du Sahara, mais il y a aussi une peur de l'Algérie que si le Maroc obtient le Sahara, elle puisse revendiquer des territoires algériens dans leur projet du Grand Maroc et que le principe d'intangibilité des frontières postcoloniales soit bafoué et que ça ouvre la porte à des conflits infinis. Bah ouais, c'est ce qu'ils disaient au début, quoi. Parce que bon, le projet, c'était quand même récupérer les territoires d'il y a 1100 ans, donc un gros bout de l'Algérie quand même, tu vois. Puis en vrai, il pourrait, hein, tu vois, il pourrait. De toute façon, même le Maroc a des meilleurs liens avec l'Europe et les gouvernements occidentaux que l'Algérie aussi, tu vois. Du coup, ils s'en servent, tu vois. Ils sont beaucoup mieux vus, tu vois. Alors que l'Algérie, c'est un peu tout le temps le bras de fer, c'est un peu tout le temps les boucs émissaires du truc, on leur donne pas l'heure et tout, tu vois. Donc, il y a aussi de ça. Moi, je comprends qu'ils puissent avoir peur, hein, ouais. Il y a des raisons. Surtout quand tu vois que ça fait des tranchées de je sais pas combien de kilomètres en foutant des mines et tout, et allez, c'est parti pour les colonies de peuplement. Ouais, tu comprends que ça fasse flipper en vrai. Est venu pour Hassan II de se lancer dans une nouvelle bataille politique. Pour que le Sahara occidental soit rattaché au Maroc, il faut prouver que c'est ce que veulent ses habitants. Et pour faire ça, Hassan II dégaine un nouvel outil. Avons-nous décidé d'envisager une procédure de référendum contrôlé? Un référendum contrôlé, ça veut dire selon des règles que le roi aura lui-même choisies. Dès lors qu'un autocrate sait qu'on lui oppose le référendum, il va avoir deux idées en tête. Soit de le différer éternellement, c'est ce qui se passe actuellement avec le Sahara, soit de le manipuler et le truquer quand il le peut. Il avait surtout l'idée de transférer une partie de la population de son propre Sahara vers le Sahara occidental et de les faire voter, d'avoir un vote en faveur du Maroc. En fait, cette stratégie lui permet aussi de jouer la montre. Les partis ne sont jamais parvenus à s'entendre sur les conditions du référendum. Il n'a jamais eu lieu. Je vais faire un référendum contrôlé. Rien que le nom, frère, c'était... Dans une monarchie. Un référendum contrôlé dans une monarchie qui est déjà contrôlée. On va enterrer ce truc, laissons tomber en fait. C'était un truc trop audacieux. C'est trop nimp. Grossièrement, l'Algérie non alignée mais plutôt communiste, Maroc pro-capitalisme occidental. Ouais. Bah, ils jouent de leur position aussi, tu vois, parce que bon, tu vois, on rappelle le passé colonial, il y en a eu, tu vois, mais bon, la cassure, elle est nettement plus nette avec l'Algérie qu'avec le Maroc, tu vois. Avec le Maroc, il y a toujours cette relation de protectorat, tu vois, genre même dans l'histoire, c'était pas aussi violent avec le Maroc, du coup, le Maroc a des meilleures relations au niveau diplomatie internationale, quoi. Alors que l'Algérie, c'est pas ça, tu vois, c'est... Ouais. Bien sûr, et si vous votez mal, on l'annule. Bah, on a l'habitude. Hein. Ouais, lui, c'était vraiment genre, faites le référendum comme ça, sinon ça dégage, quoi. Genre... Ouais, puis à la fin, il se tape du résultat, quoi. Donc c'est encore plus... Puis à la fin, en fait, il n'y a même pas de résultat, parce que son truc est infaisable. Genre quoi, que le copium. Hein. Pendant ce temps, le roi du Maroc en profite pour poursuivre sa politique du fait accompli. Il investit massivement dans ce qu'il appelle ses provinces du Sud.
Les Marocains ont transformé les villes. Le Maroc a choisi d'en faire des vitrines. Donc il y a eu effectivement des mosquées, des hôpitaux, des hôtels, de manière très différente des autres régions. Et ces dernières années, ces investissements augmentent. Derrière ce regain d'activité, un homme. En 1999, Mohamed VI devient le nouveau roi du Maroc. Il fait du dossier sahraoui une priorité. Et en 2007, il propose sa nouvelle arme, un statut d'autonomie pour le Sahara occidental. L'idée d'un plan d'autonomie rassure, c'est séduire la communauté internationale. Le plan prévoit un parlement et un exécutif sahraoui pour gérer éducation, développement économique et fiscalité. Mais l'appareil d'État marocain reste maître du territoire. Donc le Maroc ne renonce pas à sa souveraineté. Et ce projet oriente toute sa politique étrangère. Le dossier du Sahara est le prisme à l'aune duquel le Maroc mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit. On a vu des pays changer d'avis. Ça s'est fait à coup de pression. C'est un chantage diplomatique. Et ça fonctionne. Le premier pays à lui donner raison n'est pas des moindres. C'est la première puissance mondiale, les États-Unis. J'ai signé aujourd'hui une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. En échange, le royaume du Maroc... J'ai signé un truc. Genre... Vraiment, lui à chaque fois qu'il met ses mains quelque part, c'est pour faire de la demeure. Ça soutient toujours les pires trucs. Genre... Gros, c'est ouf. Le Maroc normalise ses relations avec le... Les Américains essayaient de s'occuper de votre cul challenge, quoi. Ouais, genre occupez-vous de votre cul sale déjà, les Américains, gros. Vous n'arrivez déjà pas à gérer vos propres problèmes. Vous avez des volontés d'aller ailleurs, des trucs expansionnistes. De toute façon, ils font chier tout le monde, peu importe. Ouais, gros, tout le monde vous déteste, gros. Les Chinois vous détestent, les Russes vous détestent, tout le monde vous déteste. Vous êtes des putains de casse-couilles, les Américains en ont marre de vous. Des rapaces en plus, il n'y a rien à gratter avec eux. C'est mais surtout ouais. la victime de la négociation. C'est des enculés, gros. Les seuls trucs que tu peux gratter, c'est des plans Marshall qui t'endettent sur 80 piges, gros. C'est vraiment... Gros, les Américains, arrêtez de casser les couilles, gros, c'est une dinguerie. Tout le monde vous déteste, quoi. Plus proche allié des Américains au Moyen-Orient, Israël. Tiens. En échange de l'abandon du soutien à la cause palestinienne. C'est un calcul extraordinairement dangereux qui laissera des traces dans les mémoires. En mai 2021, le Maroc fait pression sur un voisin plus proche, l'Espagne. 8000 migrants s'introduisent à l'intérieur de l'enclave de Ceuta, avec la complicité de la police marocaine. L'Espagne, piégée, se retrouve dos au mur. La carte de l'immigration est utilisée comme un chantage. Le 18 mars 2022, coup de tonnerre diplomatique. L'ancien colon abandonne sa position officielle de neutralité et finit par accepter le projet du Maroc. La propuesta marroquí de autonomía es la base más seria, creíble y realista para ello. C'est vraiment le truc, la politique du fait accompli, quoi. C'est genre... gros... Oh, quel enfer, hein. Ouais. C'est l'enfer. Et pendant ce temps, bah gros, les gens au Sahara, frère, putain. C'est un truc de baiser. C'est un truc de baiser, ça fait trop déprimer. Il va falloir trouver un segment heureux pour après ce segment, parce que gros, c'est déprimant, hein. Et oui, de fou, à une époque, l'Algérie était un mastodonte de la diplomatie révolutionnaire. Par exemple, elle a obtenu l'exclusion de l'Afrique du Sud de l'ONU tant que le régime d'apartheid n'était pas aboli. Premier voyage de Mandela était à Alger. Faut voir le doc Alger, la Mecque des révolutionnaires. Ah, j'ai pas vu. Mais ouais, sûrement. Après, tu vois, le Maroc, gros, c'est tellement dans des politiques de responsabilité vis-à-vis de l'international. Genre, gros, les gars, ils sont vraiment prêts à ne pas protéger la Palestine, à plus prendre position du tout pour ça, juste pour avoir un bout de territoire. Gros, c'est vraiment là, le tir de cynisme, et tu sais, de degré économique même. Parce qu'ils savent très bien, tu vois, il y a des enjeux économiques qui sont énormes au Sahara, tu vois, au niveau des ressources. Ça pue de ouf. Après l'Espagne, c'est l'effet domino. L'Allemagne et Israël soutiennent le plan d'autonomie. Aïe. Puis du coup, après l'Espagne, tout le monde suit, quoi. L'Allemagne suit, Israël suit. Super. Ah mais gros, genre... Quand les Américains viennent foutre leur nez dedans... Mais genre ça, c'est terrifiant, gros, c'est terrifiant. Le drapeau de ton pays se retrouve à côté du chef des méchants, genre, c'est vraiment le...
Le tir de... l'enfer. Gros, c'est vraiment le pacte avec Satan, là. L'enfer, cette photo. Wow. C'est ouf. C'est chaud, hein. Ah ouais, non. Ce qui me tue dans ce conflit, c'est qu'il est réduit à un conflit Maroc-Algérie, alors que le peuple sahraoui est complètement invisibilisé et déshumanisé. Ouais, de fou. C'est clair. Bah même là, dans le reportage, t'as vu, il parle même pas du nombre d'habitants qui étaient au Sahara, tu vois, il parle pas du tout de la population, tu vois. On sait pas combien ils sont, on sait pas comment ils sont, on sait pas ce qu'ils pensent, on sait juste qu'ils ont été remplacés, mais il y a aucun moment où on te dit, en fait, il y avait tel endroit, et à tel endroit, il y avait tel type de personnes qui habitaient, même ce taf-là n'est pas fait par le monde, hein, donc c'est invisibilisé. Mais ouais, t'as raison, l'image est folle, gros. L'image est folle. Genre moi, j'aimerais pas me retrouver avec le drapeau de mon pays, je sais pas, t'es chef d'État, le drapeau de ton pays, il est autour des drapeaux d'Israël, avec Netanyahou devant, multicondamné, recherché par la CPI et tout, genre... c'est ouf, c'est ouf. Puis après 3 années de relations glaciales, Paris cède. C'est ensuite au tour de Londres et d'autres pays, notamment des nations africaines, même parmi les plus anciens soutiens du Front Polisario. Le Maroc est très présent en Afrique par le biais des banques, par le biais des télécoms. Et il y a aussi une aura religieuse. Le Maroc est arrivé à faire admettre son discours sur le Sahara occidental à plusieurs États. Ouais, ça précise, Dernière étape, convaincre la communauté des nations. En clair, que le Maroc obtienne son titre foncier sur le territoire. Car souvenez-vous ce que nous disions au début. Ce qui intéresse le Maroc, ce sont aussi les ressources du Sahara occidental. Or, théoriquement, le Maroc n'a pas le droit de s'en servir. En pratique, eh bien, il le fait quand même. En octobre 2025, le Maroc a signé avec l'Union européenne un accord commercial. L'objet du deal, la vente des produits agricoles et de la... C'est vraiment... Voilà, la main invisible du marché, hein. Genre vraiment... aïe. Tout ça pour ça, quoi. Vraiment tout ça pour faire la lèche à Ursula von der Leyen et à l'Europe, quoi. Super. Génial. Excellent. Peine un accord commercial. L'objet du deal, la vente des produits agricoles et de la pêche du Sahara occidental. Le peuple sahraoui n'a pourtant pas donné son consentement. Nous sommes en réalité à regarder de près dans une politique de fait accompli. On ne peut pas revenir en arrière et obtenir par exemple une indépendance de ce territoire. Le 24 octobre 2025, le Front Polisario s'est dit prêt à accepter le plan d'autonomie, avec une condition, que la population sahraoui le valide par référendum. Le Maroc... On aurait pu en parler aussi un peu, là, gros, on a fait 15 minutes de vidéo, à aucun moment on a parlé du peuple sahraoui, à part 1 minute à la fin, sur... Et eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils sont combien, déjà? On peut avoir des infos, un peu? Aïe. Aura gagné lorsque véritablement la population sahraoui acceptera de conviction d'être intégrée dans l'ensemble marocain. Ça ne réglera pas le problème de fond qui risque même de rebondir de façon pathologique et peut-être même meurtrière d'ici quelque temps. Bah merci. Merde, j'ai oublié son pseudo de base. Œil de Beach. Œil de Beach. pour les infos, moi j'avais 0 info en fait. Ouais, moi non plus, Vraiment, je savais rien. J'avais pas d'infos non plus. On en sait davantage. Bah, c'est vrai en plus, que... c'est Le Monde qui nous a appris des trucs. Ouais, c'est incroyable. Bon, c'est quand même Le Monde, c'est sérieux, c'est pas Libération non plus, tu vois. Bon, Libération sur des trucs, ça. En gros, ils sont 600 000, dont 170 000 dans les camps de réfugiés de Tindouf en Algérie. Ah ouais, d'accord. Nettement plus que ce qu'ils sous-entendaient. Bah ouais. Ouais, parce que c'est vrai, on n'a pas entendu les chiffres, ils ont pas donné de chiffres sur qui sont ces gens, tu vois, depuis combien de temps ils sont là, tu vois, genre c'est un minimum, tu sais, fais un setup, tu vois, tout le monde n'a pas les datas, tu vois. En plus, si tu fais une vidéo comme ça, où t'expliques énormément de choses, c'est justement parce que les gens n'ont pas les datas, donc faut bien en parler aussi, quoi, tu vois, donc là, vraiment, toute cette partie sur le peuple sahraoui, ça manque de fou. Mais ouais. Ouais, parce que c'est vrai que nous, on a tendance à croire, tu sais, dans les infos, dans les médias, ce que ça en raconte, c'est oui, mais c'est une petite guéguerre entre le Maroc et l'Algérie. Ouais. En fait, c'est direct une guerre, voilà, du Maroc contre tout le reste, tu vois. Le Maroc a dit, vas-y, maintenant, c'est à nous.
Et puis on vous met devant le fait accompli, on fait de la demeure. Ouais, c'est nettement plus complexe.